Alors bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre littéraire aujourd'hui à la bibliothèque. J'ai le grand plaisir de recevoir Paul Cavzac. Bonjour Paul, bienvenue chez nous. Alors Paul, ton livre, ton premier roman en fait, Ténèbres, est paru en 2020 aux éditions de La Peuplade. C'était notre livre du mois, notre livre préféré, en fait, du mois de juillet au Club de lecture de Repentigny. C'est un livre qui nous transporte à la fin du 19e siècle, au cœur de l'Afrique. C'est un sujet qui est très dense. C'est un livre qui qui t'a valu, parce qu'on a dit qu'on allait se tutoyer, qui t'a valu, incroyable, les critiques favorables. On a parlé d'une œuvre magistrale, d'un chef-d'œuvre. Tu as eu des récompenses littéraires comme le Prix des libraires du Québec, le Prix littéraire des collégiens, le Prix des rendez-vous du premier roman de l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec, le Prix des lecteurs du magazine français L'Express, et j'en passe. Je pense qu'on peut applaudir, c'est quand même un exploit. Pour un premier roman, c'est quand même extraordinaire. J'imagine que ça donne, je ne sais pas, ça donne envie de continuer d'écrire, en tout cas, sûrement. Oui, j'aurais sûrement eu envie, peut-être même, à moins que l'intégralité du public et de la presse me disent n'écris plus, parce que c'est vraiment nul. Mais oui, à la fois ça donne envie, puis ça peut être aussi intimidant, parce que on se dit il y a des attentes, etc. Donc il faut essayer de se libérer des attentes pour pouvoir se retrouver soi-même. Mais c'est quand même assez diversifié. Oui, oui, et c'est très diversifié. Le prix des collégiens, d'une part, c'est une chose. Les libraires du Québec, un magazine français, parce que donc ton livre est paru là-bas? Oui, c'était diffusé en même temps au Québec et en Europe. Est-ce que tu as eu des critiques là-bas? Oui, je pense. Oui, il y a des critiques dans les journaux. J'ai des critiques en Belgique, en France, certainement en Suisse. J'ai eu des prix, je suis allé, par exemple, j'ai eu le prix du premier roman à Chambéry, au Festival de Chambéry. Donc oui, j'ai pu rencontrer un petit peu des gens à Paris, à Bruxelles, à Chambéry, ici et là. Je suis même allé à Kinshasa, au Congo, également. Donc oui, ça m'a fait voyager, rencontrer du monde, ça c'était bien. Donc ça change un peu la vie quand même. Ah oui, mais c'est sûr que c'était... ça m'a fait bouger, il y avait beaucoup de déplacements et de rencontres, ça c'est sûr. Ouais. Alors, je l'ai dit, ça se passe à la fin du 19e siècle, au cœur de l'Afrique, en particulier au Congo. Et là, on a tous les pays européens qui sont en pleine colonisation et qui vont s'entre-déchirer pour avoir le plus de territoire possible et en quelque sorte aussi piller les richesses naturelles du territoire. D'où est venue cette idée quand même assez grandiose de roman? J'avais d'abord envie, moi, de travailler sur, au début, quelque chose qui n'avait pas grand-chose à voir, mais l'idée de découper les choses. Et puis c'est ensuite que m'est venue l'idée de, j'ai vu cette conférence de Berlin, où à Berlin, je pense en 1884 à peu près, précisément on a choisi de découper l'Afrique pour se la partager sans... entre la France, l'Angleterre, divers pays européens. Exactement. Et d'ailleurs, la plus grosse partie est revenue à la Belgique, qui n'assistait pas à la conférence, par des tractations de couloirs, etc. Et donc de découper l'Afrique sans demander leur avis aux Africains et Africaines. Et puis j'ai découvert également que les corps des travailleurs africains étaient aussi découpés pour les punir à cette époque. Donc il y avait je me suis dit, on peut superposer plein de choses sur le fait de découper. Et ça nous permettrait de réfléchir un petit peu à la fois la violence, en fait, la violence de notre histoire par exemple européenne et coloniale. Si on le prend sous l'angle de la découpe, on peut bien voir que si on se dit, se faire découper la main, on peut s'imaginer que ça fait très mal, mais on peut imaginer également découper des terres qui
sans demander leur avis aux gens, c'est découper des cultures, c'est découper des façons de vivre, découper, donc voir à quel cette violence était bien plus même encore que la violence physique, mais on va dire générale. C'était un démantèlement, on a défait tout sans vraiment demander et en utilisant la force. Au nom du progrès. Oui, au nom du progrès, oui. C'était présenté comme une entreprise philanthropique et donc c'était de l'esclavage et de la violence. Ouais. On va revenir en détail sur ton roman, mais si tu le veux, on va d'abord faire ton parcours pour savoir d'où tu viens. Tu es né en France. Oui, je suis né et grandi en France. J'ai quitté la France à l'âge de 25 ans. Et donc, ta famille est d'origine polonaise. Du côté de mon père, oui. Dans quel genre de famille tu as grandi? Quel genre d'enfance tu as eu? J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans et demi. Donc, c'était pas joyeux. Mais j'étais quelqu'un d'assez rêveur, on va dire. Ouais. De rêveur? Ouais. J'étais assez introverti, assez rêveur. Et puis j'ai grandi dans une très belle ville qui s'appelle Besançon. Donc j'étais, je pense, assez sensible à une certaine forme de beauté. Après, on peut se dire ça de partout, mais j'avais... C'est quoi les particularités de cette ville? Déjà, elle est entourée de collines. Elle date de l'époque romaine, donc on a autant des choses d'archéologie romaine que l'essentiel du centre-ville date de l'époque de Louis XIV. Donc on a une architecture un peu classique, mais qui reste des morceaux médiévaux, il reste des morceaux romains. C'était longtemps la ville la plus verte de France, dans le sens qu'il y a beaucoup d'arbres, par exemple. Il y a une rivière qui entoure la ville. Enfin voilà, c'est assez. Et puis la campagne est très proche. C'est une ville assez compacte et en 15 minutes, on se retrouve à la campagne. Est-ce qu'elle te manque, cette ville? Oui. Donc, j'y retourne. Hein. Après, je ne sais pas si j'y vivrai à nouveau, mais en Est-ce que ta mère vit toujours là-bas? Oui, ma mère y vit avec ma soeur. Et finalement, je pense que j'en garde des souvenirs, c'est aussi l'enfance. Après, les souvenirs souvent, on a des souvenirs d'un lieu attaché à l'enfance. Donc, c'est pas parce qu'on y retournerait qu'on retrouverait cette chose-là. Il faut accepter que finalement une bonne partie est en nous, plus que sur place. Et donc, tu as fait d'abord des études en sciences, mathématiques, physique. Oui, une année, par erreur. Et puis tout à coup, oups, littérature. Oui. Comment ça s'est passé, tout ça? Je ne sais pas trop, j'étais pas... Ça a été une décision spontanée dans ma vie, qui a pas mal décidé de beaucoup de choses du reste de ma vie, et qui a été très spontanée. Sans une époque où je n'avais pas énormément de maturité, et j'ai eu la maturité d'affirmer à ma mère et finalement mon choix de changer de route. Puis c'était aussi l'idée que voilà, les lettres, ça ne va pas de nulle part en général, que la science... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, des études en littérature? Que la science, ça garantit un bon travail, etc. J'avais fait au lycée, on a un parcours scientifique, etc. Et là, c'était vraiment le choix de dire, bon, je vais dans un monde que je ne connais pas, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y avait comme à un moment une certitude, j'avais un grand apaisement après avoir fait ce choix-là. Est-ce que tu voulais déjà écrire? Non, je pense, en tout cas, je ne me l'avouais pas. Mais non, je voulais lire, je pense, ouais. Lire, pouvoir continuer à rêver. J'étais un enfant rêveur et finalement, je me suis dit, c'est la façon... J'étais pas très malin à l'époque, j'étais jeune, là, mais je me disais, bon, si mes devoirs, c'est lire des livres, c'est bien. Donc, c'était à peu près l'équation que j'avais. Je comprends ça. Ouais. Tout à fait. Donc, tu quittes Besançon à 25 ans, tu dis? Ouais. Et tout de suite, tu viens au Québec ou s'il y a un intermède entre les deux? Je vais à Chicoutimi, au Québec. Ouais. Chicoutimi? Oui, à l'UQAC. À l'Université du Québec à Chicoutimi? Oui, où je fais un doctorat. Pourquoi là? Parce qu'il y avait déjà eu des échanges avec mon université puis Chicoutimi, donc c'était facile. Il y avait un professeur avec qui je pouvais travailler sur un sujet qui était le roman d'aventure des années 1920-1930 en France, roman d'aventure littéraire avec qui je pouvais travailler, ça correspondait à son champ de recherche. On m'offrait un bureau, ce que j'aurais jamais eu en France pour travailler. Au Québec, il y a une scolarité, donc ça, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire qu'on a des cours quand on est au doctorat, pas en France. Il n'y a pas de cours au doctorat en France? Non.
Et je dirais que le Saguenay était aussi, je pense que j'arrivais, on me donnait de l'argent, et puis j'ai eu l'occasion aussi de donner des charges de cours. Enfin, le Saguenay venait avec tout un, je pense, un ensemble de choses qui servent à être attractives pour qu'une université de région soit attractive. Effectivement, ça rend l'université très attractive. Et j'ai aucun regret. J'ai fait mes études dans des petites universités. Jamais, moi j'étais à Besançon, donc une petite ville en France, et puis Chicoutimi. Et je pense que ça m'a toujours servi, en fait. Je pense que si on va dans une grande ville, on est en compétition avec des centaines de personnes, on est un pion. Et d'aller dans une petite université, en général, ça permet de bénéficier de beaucoup plus de choses, d'avoir une relation privilégiée aux enseignants, etc. Donc, c'était pour moi une force, je pense, d'aller dans des petites universités. Donc, tu as tellement aimé ça, Chicoutimi, là, que tu as décidé de rester. Oui, je suis resté 8 ans à Chicoutimi. Donc, puis c'est une ville, c'est ma deuxième ville, on va dire, la deuxième ville à laquelle j'ai un attachement, on pourrait dire. Et tu as enseigné toi-même à l'université? Oui, voilà, comme chargé de cours. Ouais. En littérature? En littérature et puis en art. Allez savoir pourquoi. Mais j'ai réussi à dériver, parce que je m'intéresse à l'art, etc., plus d'un côté théorique. Et donc je me suis retrouvé à donner des cours en art, ce qui était aussi une opportunité. Je pense que c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé qui m'arriverait dans ma vie et que j'ai souvent secrètement souhaité, ça. Ouais. Mais là, c'est fini l'enseignement? J'habite à Montréal maintenant, pour différentes raisons. Donc c'est un peu loin, Chicoutimi, mais je ne ferme pas la porte d'une session ici ou là. Ouais. Mais en ce moment, tu n'enseignes pas? Non, j'enseigne pas, je travaille comme éditeur. Tu travailles comme éditeur pour La Peuplade, où tu as publié toi-même. Ouais. Qui sont situés, cette maison-là est située? C'est basé à Chicoutimi. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça que tu as fait oui, c'est ça. Ouais. Le lien? Donc, je suis arrivé à La Peuplade un peu par hasard. Chicoutimi, c'est pas très grand. J'ai rencontré les gens qui avaient La Peuplade. Puis un jour, ils m'ont demandé de travailler pour eux, et puis voilà. Mais j'avais pas prévu d'être éditeur dans la vie. Et comment tu trouves ça, être éditeur? C'est pas si pire. C'est comme un métier, je veux dire, faut travailler. J'ai pas assez d'argent pour ne pas travailler, donc on va dire que c'est pas trop mal comme métier, ça laisse des libertés, c'est assez stimulant. On voyage un peu. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Encore une fois, on fait du travail, il s'agit de lire, donc ça, je reste toujours dans la même équation. On rencontre beaucoup d'auteurs, d'autrices. On voyage, que ce soit des salons du livre ou des choses comme ça, on peut se déplacer. Et puis, c'est pas un horaire, c'est un travail, bon, on peut avoir... c'est pas grave si on n'est pas là de 9 à 5, ça peut être plus organique comme rythme. Ça, c'est pas mal. Donc, tu as publié combien? Tu as commencé en quelle année? En 2017, je crois? À La Peuplade, j'ai publié un livre en 2017 et puis le roman en 2020. Mais donc, tu as publié combien de livres? J'en ai publié, alors, j'en ai publié en 2015, un livre chez Moult Éditions, une petite maison à Montréal. J'ai publié un livre de poèmes en prose en 2017 à La Peuplade, un roman donc en 2020, et puis je pense l'année dernière, j'ai publié un essai chez Nota Bene, en fait, qui est ma thèse de doctorat, remaniée en livre. Et tes premières publications, donc, comment tu as commencé à écrire, te dire, bon, là, je me lance, j'écris de la fiction? Ah, la fiction... La poésie, tu as publié un recueil de poèmes? Oui. J'ai plus commencé dans des soirées de création littéraire. À Chicoutimi, même des soirées de création. C'était création, cinéma, littérature, art visuel et musique. C'est toutes les 2 semaines, les gens se réunissaient à Chicoutimi pour faire des choses autour d'un thème. Et c'était bien sympathique. Et donc j'ai commencé en fait tout simplement à faire toutes les 2 semaines, il fallait faire un texte pour ces soirées-là et qu'on lisait sur une scène. Donc c'est comme ça que j'ai pris goût en fait. Puis j'ai écrit après des textes pour la revue universitaire de l'UQAC. Donc ça a vraiment commencé. J'ai pris confiance à Chicoutimi dans des choses où il y avait à la bonne franquette. Et puis petit à petit, à chaque fois, j'ai, on va dire, publié des textes plus longs ou qui demandaient plus de travail, etc. Jusqu'à prendre, ça m'a pris du temps avant de me dire est-ce que je pourrais publier un roman, ce qui était, étant un lecteur de romans, c'était un truc que j'avais envie de faire aussi, et que ça, comme il y a un côté ludique, écrire un roman que j'aimais bien.
Mais ça m'a pris plusieurs années avant de me dire, bon voilà, entre faire un texte pour faire rire des gens aux 2 semaines et puis écrire un roman, me trouver la confiance, c'était pas immédiat, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a décidé? Tu t'as dit, bon là, je suis prêt et j'y vais. Ouais, je sais pas. Il y a eu un certain nombre je pense à un moment, je me suis trouvé je me dis, j'avais écrit assez de textes, j'avais aussi fait de la rédaction pour des trucs pas du tout littéraires, comme pour des trucs de l'université ou des communiqués de presse pour un centre d'artistes. Donc, Oui, mais un roman de quand même combien? 360 pages. Ben, c'est ça. Je me disais, j'avais écrit assez de choses, de façon assez diverse, assez lues de choses, pour tenter on va dire, comme courir un marathon, en fait. On va pouvoir tenter un marathon. Et je l'ai vraiment fait par un tout petit bout. Enfin, je veux dire un petit peu, régulièrement, plutôt que me dire, bon, c'est fini dans 2 mois et j'écris 10 heures par jour. Donc, je me suis dit, je vais faire comme en fait une série de petits textes suivis. Pas me dire j'écris un grand truc, mais me dire à chaque jour j'écris un petit truc. Mais sauf que ces petits trucs se collent et s'enfilent et à la fin on a un grand truc. Est-ce que le fait que tu aies publié ce roman et que tu aies eu un tel succès a joué au fait que tu cesses d'enseigner et que tu décides d'aller vivre à Montréal? Non, non, non. C'était la pandémie, des histoires personnelles, etc. Donc c'était pas... Ça n'a pas... Une histoire d'amour? Oui, entre autres, des histoires, voilà. Parce qu'il y a de très belles histoires d'amour dans ce livre, hein? Et donc ça, non, j'aurais certainement bougé, ou c'est pas le succès du livre qui m'a dit j'arrête d'enseigner, parce que ça me plaisait d'enseigner. En art, à l'UQAC, oui. Alors, on revient au roman Ténèbres. Je vais te demander si tu es d'accord de lire une des premières pages que j'ai marquées ici, qui en fait nous met vraiment en situation. Alors, ce n'était ni Mason ni Dixon, mais c'était tout de même un géomètre. La conférence de Berlin avait découpé l'Afrique en une parodie de la justice du roi Salomon, au goût de la férocité moderne. Or, en l'absence de la pitié d'une mère, les majestés occidentales tranchèrent à vif la chair. Ainsi faisait-on des terres africaines en 1885. Toutefois, une question pragmatique demeurait. Comment arrêter, dans la réalité d'espaces immenses, les frontières d'un continent invisible à l'œil blanc? La conférence de Berlin n'avait posé qu'un partage théorique des terres africaines. Elle avait décidé des règles floues et voraces suivant lesquelles le continent serait mutilé. Angleterre, France, Belgique, Italie, Portugal, Espagne, Allemagne se lancèrent sans réserve dans la dévoration. Hommes, femmes, plantes, bêtes, terre, eau, sol, ciel, tout était bon à prendre à cet inconnu luxuriant. Toute une civilisation bourgeoise, mâle et malade, étouffée de production, exsangue d'action, faisandée de rêves en chaque crâne, se dépensa avec érotisme et violence dans un fantasme de terre femelle et primitive, de nouvelle Ève noire à violer dans la nuit blanche, sans relâche, la saignant de toutes ses richesses, bafouant sa tendresse de mère en criant la mort vide à sa face de déesse indolente. Des hommes féroces en remontèrent les fleuves, en traversèrent les déserts, les savanes et les forêts, et fatalement se rencontrèrent. Ça, c'est la prémisse. Alors, dans ce contexte de violence, plusieurs personnages, comme laisse supposer la fin de cette première page, vont se rencontrer. Parfois, on se dit, mais ça arrive tard, cette rencontre, et c'est plein de surprises. Donc, il y a une forme de suspense. Tu disais que tu as travaillé sur le roman d'aventure. On le sent, on est vraiment dans l'aventure, ici, l'aventure coloniale. Alors, parmi les personnages principaux, il y a un géomètre, un jeune géomètre belge, qui est envoyé par le roi Léopold II pour aller justement diviser le territoire. C'est un personnage assez étrange qui va vivre, mais vraiment, toutes sortes d'aventures et qui va nous plonger, nous, au milieu de l'horreur, de la violence, de la barbarie. Comment ce personnage-là est-il arrivé dans ton esprit? Je pense par hasard. Je pense, bon,
Il y a un côté où il exprime on va dire, certaines choses qui pourraient éventuellement m'évoquer. Mais, dans quel sens? Bon, il est perdu, comme j'ai pu l'être à certains moments de ma vie. Il se cherche beaucoup. Voilà, il se cherche. C'est ça, c'est un jeune homme qui se cherche. Bon, il ne faut pas aller chercher bien loin. J'ai pu être un jeune homme qui me cherchait. Après, le géomètre, au début, je dis que c'était ni Mason ni Dixon, et ça se fait référence à deux géomètres américains. Puis je l'explique plus tard, qui s'appelaient Mason et Dixon, et qui ont tracé une des frontières entre plusieurs États aux États-Unis. Et effectivement, ça prenait à l'époque, quand on voulait dire, bon, où commence, je ne sais pas moi, le Bas-Canada, où commence le Haut-Canada, il fallait que des gens regardent les étoiles, et puis à partir des étoiles, ça, c'est exactement ici. Et j'avais lu un roman de l'écrivain américain Thomas Pynchon qui parlait de ces deux géomètres-là. Donc il m'avait été aussi influencé, je trouvais ça assez intéressant, des gens qui regardent les étoiles pour finalement régler des problèmes très politiques. Mais toi, ton géomètre, il est fictif. Ah, il est fictif, oui. Il est fictif dans un monde qui ne l'est pas tant que ça. Là, beaucoup de gens qui sont dans mon livre ont existé. Enfin, je leur ai donné une personnalité, mais même des fois des tout petits détails, ils existaient pour de vrai. Lui, il n'a pas existé, mais c'est assez clair que il a fallu que des gens aillent dire ici c'est je sais pas moi, ici c'est la zone française et ici c'est la zone belge, et ici c'est la zone allemande. À l'époque, on n'avait pas de GPS, on avait quoi que ce soit, il fallait que des gens y aillent. Et mettre une borne dans la jungle en disant après nos calculs, c'est ici. Donc, et c'était à la fois un géomètre, c'est quelqu'un qui fait des cartes, qui est à la fois là pour se trouver. Il y avait cette idée-là de quelqu'un qui est là pour qu'on se trouve, mais lui il se perd. Exact. Voilà, je trouve que c'était un personnage. Bon, j'aime bien ces choses-là assez simples finalement. Je ne sais pas à midi à 14h, pour que la chose soit assez efficace. Et ça exprimait bien. Mais parce qu'il est un peu naïf. Oui, il a lu des livres d'aventure. Et nous, comme lecteurs, lectrices, c'est souvent par ses yeux à lui qu'on découvre l'horreur. Et dans ce sens-là, il y a un phénomène, je dirais, d'identification avec lui, parce qu'on découvre en même temps, puis par ses yeux, en fait. Mais lui, il connaît de l'Afrique que ce qu'il a lu dans des romans d'aventure, donc il se dit, ça a l'air facile, ça va être glorieux, ça va être plein d'aventures, plein de souvenirs à raconter quand je vais revenir. Et quand il arrive sur place, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et ça, j'aimais bien aussi cette idée-là que souvent dans la vie et dans la jeunesse, on a plein d'idées préfaites et puis que ça prend, en général, devenir adulte, c'est aussi rencontrer les choses dans la vraie vie et que ce soit au niveau de l'amour, du travail, des idéaux politiques, de plein de choses, qu'on a une perte d'innocence. De la violence. De la violence, voilà. Et donc, c'était quelqu'un qui vivait une perte d'innocence, mais dans un moment extrême, voilà. Un moment extrême qui nous concerne tous, puisque c'est un moment d'une violence qui est dans notre histoire commune, qu'elle se soit passée, peu importe sur quel continent. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Donc, c'est un personnage qui est au carrefour de problématique, un peu expression d'angoisse personnelle et en même temps expression d'angoisse commune et de généralité sur la vie humaine. Tout à fait. Et là, il rencontre, entre autres personnages, un personnage terrible, un fameux chinois qui s'appelle Xixiao. Xixiao? Moi, je l'ai écrit, moi, je parle pas chinois. On s'arrange avec la prononciation, c'est ça? Ouais. Alors, c'est un ancien bourreau chinois, maître tatoueur, et il est spécialisé dans la découpe humaine. Tantôt, tu parlais de la découpe. Donc, dans ce roman-là, on a vraiment la découpe, le découpage du territoire, mais on a le découpage de la peau. Et donc, ça, c'est un supplice connu. Qui a existé, oui. Alors, dans mon roman, j'en fais quelque chose de magique et de mystérieux et d'agréable, ce qui n'est pas vrai du tout. Agréable? Voilà. Pas toujours. Non, pas toujours. Qui peut l'être. Mais en vrai, ça a existé, c'était pratiqué en Chine jusqu'au début du XXe siècle et c'était pour punir des crimes de lèse-majesté, je pense, où on découpait les gens vivants après leur avoir donné un anesthésiant pour qu'ils puissent quand même, je pense qu'on puisse travailler sur eux là, sans qu'ils
sans qu'ils s'évanouissent ou qu'ils bougent dans tous les sens. Et donc on les découpait vivants et ils restaient découpés assez longtemps, enfin longtemps, j'imagine quelques heures, ouverts, là, parfois sans plus de bras, plus de jambes, le torse ouvert, mais le cœur fonctionnait, les poumons fonctionnaient, etc. Donc moi j'en ai fait quelque chose de magique de ça, ce qui est une réalité, je l'ai transformé, mon personnage de bourreau est un personnage quand même qui a des pouvoirs un petit peu surnaturels, on va dire. Oui, c'est un peu un magicien. Il voit l'avenir, Voilà, d'ailleurs, exactement. Et il représente finalement, pour le jeune géomètre, il va représenter une porte de sortie. Je pense que le géomètre s'aperçoit qu'il a il est arrivé au fond d'un cul-de-sac. Il est trop jeune, c'est trop violent, il n'a pas de pouvoir, il ne pourra pas changer les choses. Et qu'est-ce qui va finalement, ça va être il va pouvoir s'évader à travers ce personnage magique qui peut lui offrir peut-être une capacité de disparaître de façon apaisée, on va dire. Apaisé, oui. Et amoureuse, parce qu'ils vont tomber amoureux. Parce qu'ils tombent amoureux. En tout cas, dès le départ, on comprend que ce Chinois rêve d'avoir une relation avec ce jeune homme. Et ce jeune homme, c'est pas évident. On ne sait pas, il se laisse découper, je pense qu'il est hypnotisé, il est charmé, il trouve... C'est la seule personne, je pense, qui lui apporte du réconfort. Tout le reste... C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Oui, ben, ça fait aussi partie du livre de toujours avoir cette violence et une certaine douceur, un truc côté pervers. Érotisme aussi, parce que, tu sais, même à un moment donné, tu dis, cet homme qui avait pour métier de donner la mort avec la plus grande habileté possédait l'art de susciter à coup sûr un frémissement de plaisir en chacune des chairs qu'il rencontrait. Donc, il y a la violence, mais il y a l'érotisme. Et ça, je dirais que c'est présent dans à peu près tout le livre. Hein, on est vraiment au cœur de l'horreur, mais en même temps, il y a de l'amour et il y a toujours il y a quelque chose d'ambivalent, je dirais. Oui. Ben, qui me semble appartenir à la nature humaine, qu'on essaie de se cacher, mais bon, c'est quelque chose chez l'humain qui, on ne sait pas pourquoi, la mort est la limite du corps, est l'extrême, et aussi souvent accompagné peut-être parfois de désirs plus violents ou en tout cas d'un ensemble d'un imaginaire ou de sensations érotiques qu'on peut retrouver soit chez des personnes qui pratiquent des choses comme du sadomasochisme ou du bandage, ou ça peut être aussi des micros... Enfin, la sexualité ou le désir est jamais loin, finalement, par exemple du cannibalisme, de la lutte, de ces choses-là. C'est cette espèce de mystère humain qui fait que on est une certaine animalité, on est une animalité éphémère, et que dans la sexualité, il y a aussi, ou l'érotisme, la signification de notre caractère éphémère aussi, par exemple. Donc, parce qu'on parle de... la sexualité ou l'érotisme nous rappelle qu'on a un corps, et donc ça nous rappelle que ce corps-là est éphémère. Et en ce sens-là, elle n'est jamais loin de la violence générale de la vie à laquelle on appartient. Cette violence générale étant, on est né pour mourir et dans une certaine relative absence de sens. Et c'est un petit peu ça que cette espèce de vision du monde-là, qui est une vision du monde un petit peu sans Dieu, en fait, finalement. C'est-à-dire que si on enlève un Dieu pour dire, bon, ben moi j'ai tout fait, j'ai tout prévu, vous inquiétez pas, vous allez au paradis, il y a un sens à l'histoire, etc. Si on enlève ça, si on ne croit plus à Dieu, eh ben, on est des corps et on va disparaître. Et donc tous les excès... C'est pas du tout que je les recommande, mais c'est que les excès nous rappellent ça. Et nous rappelant ça, ils nous rappellent notre limite, et notre limite nous rappelle toujours, je ne saurais pas pourquoi, mais à une certaine réalité érotique. L'érotisme étant pas seulement que la sexualité, l'érotisme étant la conscience de nos limites. Voilà.
tout à fait. En tout cas, c'est vraiment, je dirais, une des lignes directrices du livre. Ça et l'amour, en guillemets, impossible. Oui, voilà. Parce que cet amour-là entre le Chinois et le jeune Belge, ça va pas de soi. Mais il y a une autre relation d'amour impossible dans le livre qui est très, très forte. Alors, c'est un autre personnage, c'est un médecin belge qui est un grand aventurier qui s'appelle Van der Dorp. Oui. Et lui, donc, quand il arrive sur le territoire, avant même de rencontrer... Oh, je ne veux pas que je dévoile qu'il va y avoir une rencontre ou... Je ne sais pas si les gens veulent le lire, l'ont pas lu, l'ont lu, je ne sais pas quel est le statut des... Bon, j'ai rien dit. En tout cas, bref, ce Van der Dorp, quand il débarque en Afrique, il a derrière lui une histoire d'amour impossible avec une femme qu'il adulte. Il est vraiment obsédé par ça. Il est aussi obsédé par un sentiment de culpabilité parce qu'il avait laissé sa femme et ses enfants pour cette femme-là. Mais là, il repense constamment à cette relation qu'il a vécue. Et on peut dire que là, il y a dans ce roman un romantisme tragique absolument savoureux. Oui, c'est sûr que lui, c'est le... Il vit au 19e siècle, parti à Paris. Il fréquente des auteurs de ce temps-là, enfin, ils ne sont pas romantiques proprement dit, mais qui sont dans une grande vague, c'est ça, quand même un paradigme romantique. Et c'est vraiment l'amoureux fou, il conduit et qui ne peut pas concevoir d'exister sans être consolé par cet amour fou et impossible, et qui donc va sacrifier, enfin, absolument faire un gâchis de sa vie, parce qu'il est comme possédé, un peu comme, je ne sais pas si vous voyez Manon Lescaut, par exemple, de l'abbé Prévost, où c'est quelqu'un qui est amoureux d'une jeune femme et qui perdra tout, qui finira mendiant pour cet amour-là. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Je veux dire, est-ce qu'il aime cette femme-là ou l'idée de l'amour? Est-ce que c'est sain d'aimer comme ça? Apparemment, lui, ça ne lui apporte que du mal. Y a-t-il d'autres façons d'aimer? Est-ce que voilà, lui, il aime de la façon la plus romantique qui soit, et force est de constater que c'est très mauvais pour lui. Alors, on disait c'est un roman d'aventure, il y a beaucoup de violence, il y a de l'érotisme, il y a de la magie, il y a ce romantisme tragique, je dirais. Et on a parlé de quelques personnages, mais il y en a beaucoup d'autres, plus grands que nature. Donc, on se demande au final, comment tu es parvenu à mettre tout ça ensemble? Je ne sais pas. En plus, je l'ai écrit de façon linéaire, le livre. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit un bout là ou un bout là et que j'ai remis ensemble, j'ai vraiment écrit de façon linéaire. Et des fois, je me posais la question, je me disais, quand même, ça retombe sur ses pattes. Et bon, tant mieux, ne pas me poser de questions, ça fait comme ça. Donc, je ne sais pas trop. Non, c'est venu comme ça. Ouais. Est-ce que tu savais au départ, tes personnages, tu les avais déjà en tête? Est-ce que tu savais l'intrigue? Est-ce que tu savais la fin? Je savais le milieu, la fin, et le début. Mais après, j'ai comblé. Ouais. Donc, des fois, il y a un personnage qui est apparu comme ça, et finalement, on embarque sur des dizaines de pages avec lui, où il va revenir, et ça, c'était pas prévu. Ça fait partie aussi du plaisir pour moi d'écrire C'est comme, je sais pas, raconter une histoire, improviser une histoire pour un enfant, ou comme ça, ou quand un enfant joue avec ses jouets, il invente des choses. Donc, c'est essayer de retrouver ça un peu. Donc, tu as fait travailler très fort ton imagination. Oui, c'était ça surtout le travail. Ouais. Cela dit, j'imagine quand même que tu as dû faire de la recherche. Oui. Alors, paradoxalement, j'en ai fait un peu au début, ce qui m'a permis d'avoir la structure générale. Mais pas trop, parce que dès que j'en faisais trop, j'avais tellement d'informations que je me sentais écrasé, comme si je devais respecter chacun des points de détail de comment les choses sont vraiment passées. Et là, ça m'empêchait d'avoir un jeu créatif. Et ensuite, donc, j'ai pris assez de détails pour pouvoir construire un monde, mais pas plus. Et puis ensuite, j'ai inventé, j'ai mis ma sauce.
Et alors, une fois que c'était écrit, là, j'ai pu revenir avec plus de détails, puis cette fois-ci, bon, voir si j'avais pas fait des trop grosses erreurs, puis corriger ici et là. Mais si j'étais arrivé tout de suite avec beaucoup trop de détails, j'aurais été beaucoup plus inhibé et impressionné par des centaines de choses à devoir mettre en place. Et c'est sûr que je me permets beaucoup d'entorses par rapport à la réalité telle qu'elle a dû être à cette époque-là. Mais donc c'est réaliste jusqu'à un certain point. Et pour être romanesque, c'est-à-dire pour me permettre des entorses à la réalité, il fallait que j'ai une recherche, mais limitée, avant d'écrire. Donc, te laisser porter aussi par tes personnages. Oui, mes personnages, mes idées, mes envies, etc. Parce qu'ils sont tous, je dirais, plus grands que nature, en quelque sorte. Oui, Ils sont tous exacerbés. Oui. Ben, c'était aussi mon envie de faire un monde où les choses sont plus intenses. C'est-à-dire de... C'est très intense. Oui. On a pas avoir un réalisme qui me ramène dans mon quotidien et mes limites quotidiennes. C'est avoir un monde qui soit plus proche de celui du monde des rêves peut-être que de la réalité ou de la rêverie surtout. C'est-à-dire où je puisse encore avoir mes idéaux de petit garçon par exemple ou de jeune rêveur, etc. Et pas que mon personnage doit se lever tous les matins pour aller travailler et que finalement le métro est en retard, et que, etc., etc. Non. Dans mon monde, non, ils sont pas fatigués, ils n'ont pas trop besoin d'argent, je ne sais pas comment ça marche. Et ils sont occupés à aimer de toute leur force ou à être barbares de toute leur, de toute leur personnalité, de toute leur force. Donc c'est vraiment, tu entremêles les deux, en fait. Oui, hein? oui. Les rêveurs et les barbares. Oui, il y a les gens cruels comme on n'en rencontre pas, et des gens rêveurs comme en fait, c'est comme la réalité, mais on augmente un peu tout, le degré d'intensité. Quand est-ce que tu as su que là, c'était terminé? Déjà, aux 2 tiers du livre, j'ai su que j'allais finir. Parce que tant que j'étais pas arrivé aux 2 tiers, je me disais, c'est pas... Parce qu'une fois qu'on a plusieurs histoires en cours, c'est comme si tu imagines qu'on tricote, puis qu'on n'a pas fini de faire le nœud qui fait que ça va tenir. Et donc aux 2 tiers, je me suis dit, bon c'est bon, je vois maintenant où ça s'en va et ça va se terminer. Après, il y a eu un moment où c'était aussi tout simplement de l'épuisement, je crois que je ne peux plus rien donner. Il est temps d'avoir la fin qu'on connaît. Je ne révélerai pas s'il y a des gens qui veulent le lire et qui ne l'ont pas lu. Et puis voilà, parce que je pense que de toute façon, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais donner. Donc c'était plus une fatigue. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as envoyé tout de suite à l'éditeur? Qui est ma collègue. Je travaillais à l'époque pour cette maison d'édition. Donc j'ai attendu un mois ou 2 pour le laisser reposer, être sûr que c'était bien ça que je voulais. Et puis ensuite, je l'ai donné à ma collègue. Non, j'étais confiant. Ouais. Parce que je travaillais aussi pour la maison d'édition, donc je savais qu'est-ce qu'on prenait, qu'est-ce qu'on prenait pas. Je savais que je leur ai pas donné si ça avait été pas dans le spectre de ce qu'on fait. Peur, non, mais bon, pas non plus confiant. Mais pas content d'avoir terminé. Donc dire, peu importe. Au moins, j'ai déjà terminé un manuscrit. Ce qui me plaisait le plus, c'est d'avoir terminé une histoire, d'avoir terminé un roman comme les romans que j'aimais lire. Donc, c'est être capable. Je ne me pensais pas capable de me dire, bon, pas capable d'avoir un monde, des personnages et une histoire. D'avoir ça, j'étais déjà content. Je l'avais fait, j'avais été capable et viendrait ce qui viendrait. Et là, le livre sort et là, il est acclamé et là, tu reçois plein de prix. Je veux dire, quand tu écris chez toi tout seul ce premier roman, j'imagine que c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Non, je n'avais pas prévu du tout ça. C'était pas du tout au programme. Et en même temps, ce qui était paradoxal, c'est que c'était pendant la pandémie. Donc, j'avais à la fois... le livre a eu du succès. Le livre a survécu à la pandémie, ce qui n'était pas gagné d'avance. Mais moi, j'étais comme tout le monde. J'étais chez moi. J'avais accès au monde que par Internet. Donc, c'est pas pareil. Donc, ça m'a, d'une certaine façon, préservé de vivre trop de folie.
je veux dire, peut-être de monter la tête ou je sais pas quoi, puisque mon quotidien changeait pas. Enfin, mon quotidien, c'est celui d'un confiné comme tout le monde. Et l'actualité, on va dire, était plus grande que mon livre de ce côté-là. Ouais. Donc ça m'a fait vivre d'une façon différée ou en tout cas distante. Ce qui n'était pas plus mal au final. Tu le disais, il y a aussi des personnages réels dans ton livre. À un moment donné, quand on parle du médecin belge qui revit dans son obsession amoureuse, on retourne en arrière dans le temps. Je pense qu'on est en 1860, quelque chose par là. comme ça. Et là, tu fais intervenir Verlaine, Baudelaire. Donc, ce mélange de personnages réels et inventés, comment ça t'est venu? Ben ça, c'est une des choses qui m'est venue complètement spontanément. Mon personnage était à Paris, puis là, j'ai regardé les années. Je me dis, ouais, c'est marrant, ces années-là, il pourrait rencontrer Verlaine, Baudelaire, etc. Et je me suis dit, allez, on le fait. Et il se trouve, bon voilà, quand on fait un roman, c'est très rapide. Hein. Oh, tiens, un ami d'un ami connaît Verlaine. Il suffit de marquer ça, et puis ça y est, la connexion est faite, Verlaine arrive. Et donc ça, j'ai bien aimé. C'était assez drôle. Et puis c'est des personnages, Verlaine et Baudelaire, quand on est français, on nous en a parlé et reparlé. Donc, c'est aussi le moment où nous, on peut se faire nos personnages à nous et qui sont un petit peu, c'était une petite vengeance parce que... Pourquoi une vengeance? Parce qu'à l'école, j'ai dû faire X devoirs sur eux et qu'ils étaient toujours présentés comme grandioses. Alors que là, je peux les... à l'école française... Baudelaire il est en train d'agoniser, oui, voilà. fait, dans ton roman. Comme... Oui, oui une vengeance parce qu'à l'école, ils nous les montrent comme des modèles immaculés, enfin, en tout cas, ils sont supérieurs à nous et nous, on n'est rien, et ça, c'est très français. Il faut les aduler, des demi-dieux, blablabla. Et donc, quand ça a été mon tour, en tant qu'adulte, de pouvoir les mettre en scène, j'ai choisi de les mettre plus, on va dire, du côté du bas que du haut. Et c'était assez plaisant, drôle, et puis à propos, dans mon livre, qui mêle le haut et le bas. Et il y a aussi des allusions au roman Au cœur des ténèbres. Oui, beaucoup. Donc, un roman de Joseph Conrad. Parce qu'on est vraiment au cœur des ténèbres dans ton livre oui, aussi. Oui. Le titre est un hommage au livre de Conrad, qui, lui, a été capitaine de bateau au Congo, sur le fleuve Congo, quand il a fait une mission, il est tombé très malade et il est revenu, il a failli mourir, comme beaucoup de gens à l'époque. Et il est revenu et il écrit ce livre Au cœur des ténèbres, qui est un livre qui raconte le Congo de Léopold II et ses horreurs, et qui est devenu un classique de la littérature britannique. Et mon livre en est inspiré. Il y a cette idée-là on est dans le Congo de Léopold II, il y a beaucoup de choses qui tournent comme au Congo autour du fleuve, qui est un grand axe de déplacement. Plus on avance vers le fleuve, plus les choses se délitent. Et Conrad lui-même est un personnage du livre, il apparaît parce que mon personnage est au Congo à l'époque où Conrad était lui capitaine, donc il y a une mise en abîme, un clin d'œil littéraire. Et Conrad aussi a cette faculté d'avoir une écriture, on va dire, assez jolie, très élevée, tout en parlant de choses très violentes et basses. Donc il y avait aussi cette influence-là qu'on peut retrouver dans ce livre-là. Dans mon livre également, donc d'essayer de traiter des choses qui sont très dérangeantes d'une façon qui peut susciter un sentiment esthétique. Est-ce qu'il n'y a pas des origines polonaises aussi? Il est polonais. Lui, il est polonais. L'anglais, c'est sa troisième langue. Il a décidé d'écrire en anglais, qui était sa troisième langue. Donc, il parlait français, il parlait polonais, ensuite bien français, pas très bien anglais. Il est devenu un des écrivains les plus littéraires de la langue anglaise. Et ça, c'est... Bon, je ne sais pas comment il a fait, mais oui, un polonais, tout à fait polonais. Est-ce que ça a un intérêt pour toi? C'est plus de l'ordre du clin d'œil voilà, moi, j'ai pas tellement été au contact de la culture polonaise, en fait. Donc, mais oui, un clin d'œil, oui, bien sûr. Alors, je me tourne vers vous, comme d'habitude, à la fin de chaque rencontre, pour savoir si vous avez des questions ou des commentaires. Moi, je voudrais savoir pourquoi ténèbres au singulier. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Ténèbres au singulier. Pourquoi ténèbres au singulier? Je répète pour la caméra.
C'était pour rendre la chose plus forte en fait, parce que je me disais, alors déjà ça existe, hein, ténèbres au singulier, ça s'utilise dans la littérature plus religieuse, mystique, où on va pouvoir être dans la ténèbre. Pour moi, ça s'oppose à la lumière en fait, comme si on avait plusieurs ténèbres, c'était les ténèbres. On pourrait se dire qu'elles sont moins fortes parce que si elles sont plurielles, elles sont divisibles. On peut passer au travers, etc. Puis elles sont moins fortes contre la lumière qui serait unie, une et solidaire avec elle-même. Et comme si le mal était divisé et que le bien était uni. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la lumière souvent opposée aux ténèbres. Comme les ténèbres sont plus faibles que le mal. Et donc, comme j'avais l'idée d'un livre assez sombre, je me suis dit, je vais utiliser la ténèbre au singulier, qu'elle soit aussi forte que la lumière, aussi comme un anti-Dieu, d'une certaine façon, une aversion totale de tout ce qui serait bon, et comme ce qui est bon est au singulier, dans la lumière divine, là, ce serait la ténèbre maléfique. Donc c'était, voilà, puis un hommage donc aussi à ces... Il y a des aspects un petit peu mystiques dans le livre, hein, et donc c'était un hommage à l'emploi de ténèbres au singulier qui est souvent dans la littérature mystique, qui est principalement trouvé que là. Questions, commentaires? En fait, je ne sais pas si je le dirais. Oh, mais c'est pas... C'est vous qui choisissez. Que vous disiez, Pourquoi elle devrait le lire, c'est ça? pourquoi je devrais le lire? Alors, Parce que ça veut dire qu'on vous a fait peur. Ben, quand tu m'as dit le titre, et tout ça, je suis allée lire, et tout ça, je suis oh mon Dieu. Parce que j'ai vu tout ce qui s'est fait au Congo. ah oui, non, c'est pas bien. Hein. Mais peut-être vous ne deviez pas le lire, je ne sais pas. Peut-être faudrait que je vous dise pourquoi vous ne devriez pas le lire, donc c'est dur, je ne vous connais pas assez. Vous pouvez essayer, si vous avez... ça dépend quel est votre degré de curiosité. Hein. Il y a des histoires d'amour qui peuvent être intéressantes. Ça va vous, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous éloigner de votre vie quotidienne, certainement. Ce que je peux vous dire également, c'est que c'est pas violent, dans le sens, les choses dont on parle sont violentes, mais l'écriture est comme un enrobage doux. Il n'y a pas de trop de... Ça ne cherche pas à choquer. Ce ne serait pas un Stephen King ou je ne sais pas quoi. La découpe fait peur. Oui, mais elle n'est pas présentée, l'écriture la présente. La découpe? Oui, mais bon, c'est sûr que c'est de la découpe. C'est sûr que... Ouais. C'est sûr que c'est pas joyeux et que c'est pas doucereux, mais disons que ça cherche pas à faire plus de violence qu'il y en a déjà. Et donc ça, je peux vous le dire, et je peux vous dire que ça peut vous éloigner de votre quotidien. Ça fait pas de mal d'avoir un récit de son quotidien. Mais après, est-ce que vous devez le lire ou pas, ça, je ne peux pas le savoir. Est-ce qu'il y a un autre lien avec Paul Kavzak. Paul Richard Kapuscinski, qui est aussi un Polonais qui parlait d'Afrique, Eben. Non, Vous connaissez ça? non, je ne connais pas. Ah, ok. C'était un livre de journaliste où lui, il racontait sa traversée de l'Afrique comme journaliste. Et ça s'appelle Eben, c'est vrai? Ah, d'accord. Non, je ne connaissais pas du tout. Ça aurait pu. Et en plus, deux K, deux Paul K. Ouais. Mais oui, ça aurait pu. À quoi on peut s'attendre comme prochain roman? Pour le moment, j'ai quelques idées. Je prends mon temps. Et tout ce que je peux dire, c'est que normalement, s'il y a un prochain roman il y a, j'aimerais me centrer autour de personnages enfants. D'enfants? Oui, plus. En tout cas, dans une bonne partie du livre, pour avoir une vision des choses qui sont un petit peu hors du monde adulte, retrouver une certaine peut-être fraîcheur de vue ou un narrateur enfant? Non, pas un narrateur enfant, mais des personnages enfants. Aujourd'hui ou 19e? Entre les deux. Je ne veux pas en dire trop parce que j'ai encore rien fait, donc si jamais je change d'avis, vous allez dire que je vous ai menti. Mais non, des enfants dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Ce serait
pour le moment ce qui me travaille. Mais vous n'avez pas commencé, tu n'as pas commencé. Non. Mais... Tu n'as rien écrit depuis Ténèbres? Non, pas de... Est-ce que c'est... Ah, mais c'est pas... Je suis pas... je suis pas écrivain dans le sens que, comme un boulanger, il fait du pain tous les jours. Moi, je ne peux pas dire que j'écris pas tous les jours. Si... je pense que j'accumule des choses, je fais ma vie, et puis à un moment... il se trouve que je peux avoir l'envie de me dire « Ah ben, ça va me faire du bien d'écrire ». Ou j'aurai un projet, par exemple. Par exemple, ça me donne un projet à écrire. Ça peut être plaisant, etc. Mais il ne faut pas le forcer. Puis c'est pas, voilà, je ne suis pas écrivain dans le sens où j'aurai où je le fais tous les jours. Une fois que je me lancerai dans un projet, peut-être qu'il y aura un moment où il faudra que je le fasse tous les jours. Mais en attendant, je ne vais pas me presser. Sinon, je ferai des choses un peu plus artificielles, je crois. Donc, il faut être patient. Oui. Mais on a très hâte de lire le prochain. Bon, bah, ça me fait plaisir. Je vais me dépêcher un petit peu pour vous, alors. Alors, merci Paul, merci pour ce livre vraiment particulier. C'est vrai, difficile par moments, mais qui nous fait quand même vivre une période de notre histoire. Ça nous appartient, cette histoire. Hein? C'est dur, c'est difficile, mais effectivement, l'écriture surmonte tout ça parce qu'on n'est pas dans l'écriture noire, pas du tout. Merci pour ce très beau roman Ténèbres. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de votre invitation. Et merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci.